Donc nous allons attaquer l'ostéologie du membre thoracique. Squelette, où nous voyons la cage thoracique. En haut, nous avons la ceinture scapulaire qui est formée en arrière par la scapula, c'est-à-dire l'omoplate, que l'on appelait autrefois l'omoplate, en avant la clavicule, et à laquelle est appendu le bras. Mais on appelle bras le segment supérieur, le segment inférieur étant appelé évidemment l'avant-bras, et enfin la main. Le membre thoracique est le membre de la préhension. Autrefois, il servait d'appui, et puis quand nous sommes passés à la bipédie, bien sûr, nous sommes, grâce à notre membre thoracique, dans une attitude de déroulement, extension et pronation. La pronation, c'est quand on prend une poignée de porte avant de l'ouvrir. Et ce membre va servir à se mettre en supination, vous ouvrez la poignée de la porte, il va se mettre en flexion et en enroulement de telle sorte qu'il va amener les aliments à la bouche. Donc il n'est plus dédié à l'appui mais à la mobilité et il est orienté vers l'agilité et la souplesse. Donc voici notre membre thoracique. En haut, la scapula et la clavicule qui forment donc la ceinture scapulaire. L'humérus qui est l'os qui va former le squelette du bras. Le radius à l'extérieur et l'ulna à l'intérieur qui sont les deux os de l'avant-bras. Et puis la main qui est composée des os du carpe, des os du métacarpe et des phalanges. Alors, cette clavicule, elle a une forme de S allongée transversalement, avec des 2/3 médiaux qui sont convexes en avant et le tiers latéral concave en avant. Elle est intéressante parce qu'elle présente 2 points d'ossification. Un point d'ossification diaphysaire. Diaphysaire, c'est le corps, et on parle d'épiphyse, ce sont les extrémités des os longs. Donc un point d'ossification diaphysaire qui va apparaître dès le 45e jour de la vie embryonnaire, et un point épiphysaire médial, c'est-à-dire à droite vers l'extrémité, qui s'ossifie à l'âge de 19 ans, et on dit que c'est l'os qui ouvre et qui ferme l'ossification. C'est-à-dire que quand on fait une radio de la clavicule, si ce point d'ossification n'existe plus, c'est que la personne que vous avez en face de vous est complètement ossifiée et c'est l'âge adulte, il a au moins 19 ans. Alors c'est un os irrégulier puisque vous voyez si on fait une coupe transversale de cet os, il est à peu près ovalaire dans sa partie médiale, il présente une gouttière dans sa partie moyenne et au contraire il est presque triangulaire dans sa partie latérale. Il a 2 extrémités. Une extrémité acromiale, c'est celle qui est à gauche et latérale, qui va s'articuler avec l'acromion de la scapula, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Et au contraire, une extrémité sternale, c'est-à-dire à l'intérieur, vers l'extrémité médiale, qui va s'articuler avec le sternum. Voici une image de la clavicule en place. Vous voyez que c'est un os qui est étendu transversalement. Et vous voyez que sa partie latérale s'articule avec une grosse apophyse que nous allons décrire tout à l'heure qui appartient à la scapula. Alors la scapula, c'est un os plat, triangulaire, qui est situé à l'arrière du thorax et latéralement. Il est plat et asymétrique. Ça veut dire que si on le coupe en deux et que l'on met la partie droite sur la partie gauche, on ne va pas avoir une superposition parfaite de l'os. Donc c'est un os qui est asymétrique. Au contraire d'une vertèbre, on imagine bien qu'une vertèbre, si on la coupe en deux et qu'on replie le côté gauche sur le côté droit, on va avoir une symétrie parfaite. Donc il est plaqué à la face dorsale et haute de la cage thoracique. Il se situe entre la 2e et la 7e côte, en arrière bien sûr et latéralement. Et son axe est orienté de 30 degrés en avant et en dehors. Il n'est pas donc dans un plan strictement frontal. Et on lui décrit classiquement 2 faces, 3 bords et 3 angles, mais nous ne rentrerons pas dans cette description. Nous nous contenterons de regarder ces 2 faces. Vous voyez que vous avez une face, une vue ventrale à droite et une vue dorsale à gauche.
La vue ventrale, elle est formée, cette os est formée de ce que l'on appelle la fosse subscapulaire, parce qu'il y a un muscle qui s'appelle le muscle subscapulaire qui va s'insérer dans l'intégralité de cette face ventrale de la scapula. Et puis sur le bord supérieur, vous voyez qu'on a un espèce de doigt replié que l'on appelle le processus coracoïde et qui est une éminence osseuse sur laquelle nous allons voir qu'il s'insère de nombreux ligaments et de nombreux muscles. Sur le bord latéral, que l'on dit également axillaire, on trouve une cavité glénoïdale qui va être articulaire avec la tête de l'humérus. Cette cavité glénoïdale a une forme de poire, elle est rétrécie en haut, et sa concavité n'est pas parfaite et ne va pas englober complètement la tête humérale, et c'est pour cela que tout autour, sur le bord osseux, cette cavité est augmentée à l'état frais par un bourrelet qui va s'inscrire sur tout le pourtour de cette cavité glénoïdale et va donner la profondeur nécessaire pour englober l'intégralité de la tête humérale. Quand on regarde en arrière, on voit une épine. Alors l'épine, c'est une apophyse qui vient s'implanter pratiquement en angle droit sur cette face dorsale, en ménageant, bien qu'on ne le voit pas bien sur un schéma à plat, en ménageant en haut-dessus une fosse sus-épineuse et en dessous une fosse sous-épineuse. Cette épine se termine par un épaississement que l'on appelle donc l'acromion, et c'est cet acromion qui va s'articuler, on voit d'ailleurs la surface articulaire bleue, avec l'extrémité acromiale de la clavicule. On voit sur cette même vue que nous avons vue tout à l'heure, on voit bien la scapula, et on voit bien que cette scapula n'est pas strictement dans un plan frontal, mais elle est orientée. On voit la cavité glénoïdale, le processus coracoïde et l'acromion qui s'articule avec la clavicule. Alors, nous avons vu la ceinture scapulaire, nous allons voir donc l'humérus qui est le squelette de l'os du bras. Alors cet humérus est un os long, donc on va lui décrire une diaphyse, c'est-à-dire un corps, avec deux extrémités, une extrémité en haut que l'on va appeler épiphyse proximale, et qui va s'articuler donc avec la cavité glénoïdale de la scapula, et en bas, une épiphyse distale qui porte des surfaces articulaires qui vont entrer en jeu dans l'articulation du coude. Voilà, épiphyse proximale, épiphyse distale et diaphyse. Alors, si on coupe cette diaphyse par le milieu, on va s'apercevoir que cet os est constitué de faces. Nous avons trois faces et trois bords. Une face médiale, une face latérale, ou antérolatérale et antéromédiale, séparées par un bord antérieur. On a un bord médial et un bord latéral. Et bien sûr, vous imaginez que nous avons derrière une face dorsale ou postérieure. En haut de l'épiphyse proximale, nous avons une tête humérale, donc articulaire pour l'épaule, et en bas, on étudiera plus avant une trochlée humérale qui va rentrer dans l'articulation de flexion-extension du coude. On revient sur cette extrémité proximale ou épiphyse proximale pour la détailler un peu. On parle de col chirurgical parce que c'est le col qui se fracture, contrairement au col anatomique qui est le col qui va supporter la tête. Autour de ce col chirurgical, nous avons des vaisseaux qui tournent plaqués contre le col, avec le nerf axillaire, qui est le nerf qui va aller se perdre dans le muscle deltoïde, et les artères circonflexes de l'humérus. Cette tête humérale, on l'a décrit comme un tiers de sphère de 30 mm de rayon, et elle regarde en haut, en dedans et en arrière, vers la cavité glénoïdale. Vous voyez que cette extrémité est formée d'un col avec une tête et une épiphyse proximale qui va donner le corps. Entre les deux, vous avez un angle d'inclinaison qui est de 130 degrés, qui est l'angle cervico-diaphysaire entre le col et la diaphyse. Le col anatomique dont on parlait tout à l'heure, c'est le col qui porte la surface articulaire de la tête.
Et en arrière de ce col, et en haut de cette épiphyse proximale, on va avoir deux tubercules. Un tubercule mineur qui va porter le muscle subscapulaire dont on parlait tout à l'heure, qui s'insérait sur la face ventrale de la scapula, et un tubercule majeur sur lequel on trouvera des muscles, notamment le supraépineux. Et puis ce bord, le bord antérieur de l'os, quand il remonte vers l'épiphyse proximale, va s'ouvrir en une gouttière dans laquelle descendra le tendon du biceps brachial, le tendon du long biceps. C'est ce que l'on appelle le sillon intertuberculaire. Et dans ce sillon intertuberculaire, ce tendon va être maintenu par un ligament transverse de l'humérus qui va aller d'une berge à l'autre de ce sillon intertuberculaire pour servir de maintien au tendon du long biceps. Si on regarde la face dorsale de l'os, on voit qu'il y a des insertions musculaires. Ce sont les insertions musculaires du muscle triceps brachial. Mais surtout, on voit que le nerf radial, accompagné de son artère et de ses veines, est plaqué dans une gouttière contre l'os. On retrouve nos nerfs axillaires et nos vaisseaux circonflexes de l'humérus, des muscles, voilà, supraépineux, infraépineux, petit rond. Et puis nous avons une épiphyse distale, avec des surfaces articulaires qui rentrent dans la composition du coude. À droite, nous avons ce que l'on appelle une trochlée humérale. C'est exactement la surface articulaire que l'on retrouvera toujours dans les articulations de flexion-extension. Elle est formée d'une joue médiale qui est plus importante que la joue latérale, et surtout elle est séparée par une gorge qui est oblique en bas et en dehors, et qui fait que quand vous repliez votre avant-bras sur votre bras, vous n'allez pas avec votre main toucher votre épaule, mais vous allez aller à votre bouche. C'est-à-dire que cette gorge, dans l'extension du bras, votre main est déportée un peu en dehors, c'est ce que l'on appelle un valgus physiologique. Latéralement, le capitulum, qui est une sphère dans laquelle va se loger la cupule radiale que l'on verra tout à l'heure, et entre les deux, une zone entre capitulum et trochlée que l'on appelle zone capitulo-trochléaire. Au-dessus du capitulum, on a l'épicondyle latéral, qui est ce relief osseux. Et on va trouver sur ce relief osseux, que ce soit sur l'épicondyle latéral ou son homologue d'épicondyle médial, on va trouver des ligaments et des muscles qui s'y insèrent. Alors, puisque nous venons de voir l'humérus, nous allons voir maintenant le radius. Os long, pair et asymétrique. Alors, le radius en place avec l'ulna de l'autre côté, coupé par moitié, vous voyez que ce sont des os qui sont triangulaires eux aussi, que ce soit l'ulna d'ailleurs et le radius, et qu'ils sont réunis par une membrane interosseuse qui partage bien l'espace de l'avant-bras en une loge ventrale et une loge dorsale dans laquelle se mettent les muscles. Alors voici notre radius en vue ventrale, en vue dorsale. C'est un os qui est un peu tordu. Et cette torsion est physiologique et très importante. En haut, on parle de courbure supinatrice concave en dehors, et en bas, une courbure pronatrice convexe en dehors. Et cette alternance de courbure va permettre à cet os de tourner autour de l'ulna dans les mouvements de prosupination. Vous voyez que l'extrémité ou épiphyse proximale est plus petite que l'épiphyse dorsale, que l'épiphyse distale, pardon. Elle est porteuse de ce qu'on appelle la tête, supportée par un col, et à la jonction du col et du corps, nous avons une grosse tubérosité qui s'appelle la tubérosité radiale, sur laquelle se termine le biceps brachial. En bas,
l'épiphyse distale est plus importante et elle est dédoublée, on le voit bien sur la face dorsale, elle est dédoublée en deux bords avec une surface articulaire, c'est l'incisure ulnaire, c'est-à-dire que dans les mouvements de prosupination, le radius tournant autour de l'ulna, cette partie basse du radius va tourner autour d'une petite tête ulnaire qui sera, elle, au niveau de l'extrémité distale. Il y a une face antérieure, une face latérale, une face postérieure, un bord antérieur qui suit la torsion de l'os, un bord postérieur, voici, et un bord interosseux sur lequel se met la membrane interosseuse. Alors si on prend l'épiphyse proximale, cette épiphyse proximale est composée, on l'a dit, d'une tête. La voici, quand on la regarde par en dessus. On l'appelle cupule radiale. Et elle est entourée d'un pourtour articulaire lui aussi, puisqu'il est en bleu. Voilà, fossette radiale, qui va s'articuler avec le capitulum dans une flexion, dans un mouvement de flexion totale de votre avant-bras sur le bras. Cette cupule fossette radiale va venir rencontrer cette masse sphérique que l'on a vue tout à l'heure posée latéralement par rapport à la trochlée humérale. Le rebord, lui, va venir se loger dans la zone capitulo-trochléaire, entre le capitulum et la trochlée, toujours en flexion complète. Et enfin, la circonférence est également articulaire parce que cette circonférence va venir frotter contre l'ulna dans une cavité qui lui est réservée. Et dans les mouvements de prosupination, on aura un petit mouvement au niveau de ce pourtour ou circonférence articulaire de la tête radiale. Un col chirurgical, une capsule qui va entourer la circonférence articulaire, et on aura un tas de muscles qui vont nous permettre le jeu au niveau de ce radius, c'est-à-dire des jeux de pronation, de supination. Et il y a un rapport important avec la branche profonde du nerf radial qui passe à ce niveau. Et la tubérosité radiale pour l'insertion du biceps brachial. Alors si on prend effectivement l'extrémité distale, on a dit qu'elle était plus importante et qu'elle était, vous voyez sur la vue caudale à droite, qu'on a une surface articulaire avec l'épiphyse distale ou tête de l'ulna et que le radius va tourner autour de cette tête ulnaire dans les mouvements de prosupination. Les deux grandes surfaces articulaires que l'on voit en bleu, dans la vue inférieure, dans la vue caudale, ce sont les surfaces articulaires du poignet. On reverra ça tout à l'heure avec le poignet. Voilà. Cet échancrure s'appelle l'incisure ulnaire, la tête ulnaire, et les surfaces scaphoïdiennes et lunariennes qui viendront dans la composition de la surface articulaire du poignet. Répartir. L'ulna, le voici. Alors l'ulna est très particulier. Lui par contre, il a une grosse extrémité proximale, une petite extrémité distale. La grosse extrémité proximale est articulaire avec la trochlée, donc elle a une forme un peu particulière que l'on appelle l'incisure ulnaire. Alors l'os, évidemment, avec ses faces, puisqu'il est triangulaire, on l'a dit. Un bord antérieur, un bord interosseux pour la membrane interosseuse et un bord postérieur. On va regarder de plus près cette extrémité proximale qui est articulaire. Alors, elle n'est pas complètement dans un plan frontal, vous voyez, il faut la mettre en vue latérale pour la voir entièrement. Elle est composée, on l'appelle l'incisure ulnaire, elle est composée d'une partie verticale qui est l'olécrane et d'une partie horizontale que nous appelons le processus coronoïde. Elle est composée, comme la trochlée, de joues. C'est ainsi que la joue médiale sera bien sûr plus importante
est plus large que la joue latérale, puisqu'elle correspond aux joues de la trochlée. Et sur le côté de l'incision radiale, c'est là que va venir se mettre le pourtour de la tête radiale dans les mouvements de prosupination. Donc on a deux articulations, une articulation pour la trochlée, une articulation pour le pourtour de la tête radiale. Les os du carpe, le métacarpe et les phalanges. Alors voilà le carpe. Le carpe il est formé de deux rangées d'os et nous avons 8 os. Nous avons 5 métacarpiens et nous avons des doigts qui comportent 3 phalanges pour les doigts longs, phalange, phalangine, phalangette, ou P1, P2, P3. Attention, le pouce ne comporte que 2 phalanges, P1, P2. En haut, la rangée des os du carpe va s'articuler avec le radius que l'on a vu tout à l'heure, avec sa surface scaphoïdienne et lunarienne. Et on a 2 faces ventrales ou palmaires et dorsales pour ce carpe. Alors voyons ces os du carpe. Voilà. Le scaphoïde, le lunatum, le trichétrum, avec le pisiforme. La deuxième rangée, c'est le trapèze, le trapézoïde, le capitatum, qui est la clé de voûte, qui est l'os média, qui est au milieu de cet ensemble et qui est la clé de voûte de l'ensemble, et l'amatum, ou marteau, que l'on appelait autrefois le marteau. Alors, dans position anatomique, l'ensemble de ces deux rangées forme une gouttière qui est fermée à l'état frais par un ligament transverse du carpe qui va s'appuyer sur le scaphoïde, le trapèze, sur le pisiforme et l'apophyse de l'amatum et qui va transformer cette partie en gouttière dans laquelle va passer, ou sillon carpien, que l'on appelle sillon carpien, et dans lequel passent les tendons des fléchisseurs des doigts et le médian. Et que ce médian peut être comprimé à ce niveau-là en donnant une pathologie particulière de ce sillon carpien que l'on est obligé de libérer chirurgicalement. Voilà le carpe, avec les os. Ça, c'est la colonne du pouce. On parle de colonne du pouce parce qu'en fait, fonctionnellement, le pouce part du scaphoïde, continue par le trapèze, par son métacarpien et par ses phalanges. Le capitatum, on l'a dit, est l'os le plus volumineux et la clé de voûte est l'axe du poignet. Voici les métacarpiens. Quand on regarde une face palmaire, voilà, le métacarpien est formé d'une base, d'un corps et d'une extrémité distale qui va s'articuler entre eux et avec la dernière rangée des os du carpe. Ces métacarpiens sont reliés entre eux, sauf le premier évidemment, celui du pouce, qui est complètement indépendant puisque fonctionnellement libre. Enfin les phalanges, 3 phalanges sauf pour le pouce. Voilà, elles sont constituées elles aussi d'une extrémité proximale et d'une extrémité distale. L'extrémité proximale va s'articuler avec le métacarpien, l'extrémité distale avec la phalange qui lui fait suite. Nous allons voir donc maintenant l'arthrologie du membre thoracique. Alors, ce membre thoracique, nous avons vu que nous avions une ceinture scapulaire, c'est-à-dire formée de la scapula en arrière, en avant la clavicule, et la clavicule va s'articuler avec la partie haute du sternum,
C'est pour ça que nous voyons ici ce que l'on appelle les incisures claviculaires latérales qui vont recevoir la clavicule. Voilà, une première articulation qui est l'articulation entre le sternum et la clavicule, qui est l'articulation sternoclaviculaire, l'extrémité médiale de la clavicule venant se poser sur l'incisure claviculaire latérale du sternum. Et nous avons à ce niveau une deuxième articulation, puisque l'extrémité de cette clavicule va se poser sur la première côte, et nous avons une véritable articulation que l'on appelle l'articulation costo-claviculaire entre première côte et clavicule. De l'autre côté, la clavicule, dans son extrémité acromiale, c'est-à-dire latérale, s'articule avec l'acromion, voilà, de l'épine de la scapula. Cette articulation a une particularité, elle comprend entre les surfaces articulaires un petit disque articulaire et elle est maintenue, comme toutes les autres articulations, par une capsule doublée de ligaments, avec un ligament supérieur qui est épais, alors que le ligament inférieur est plutôt grêle. Et puis cette clavicule est maintenue sur cette scapula par des ligaments qui sont très costauds et qui vont venir de la face inférieure de la clavicule s'amarrer sur le processus coracoïde, qui est cette apophyse en doigt que l'on voit sur le bord supérieur de la scapula. Voilà le premier, ce qui est le ligament trapézoïde. Le deuxième ligament que l'on appelle le ligament conoïde. Et un troisième ligament que l'on appelle le coraco-claviculaire médial, l'ensemble formant les ligaments coraco-claviculaires. Et un petit ligament que l'on peut oublier qui unit l'acromion avec la pointe du processus coracoïde qui est le ligament coraco-acromial. L'articulation la plus importante, c'est l'articulation que l'on appelle scapulo-humérale entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale de la scapula. On avait dit dans la description en ostéologie que la cavité glénoïdale n'épousait pas complètement par sa surface articulaire la totalité de la tête humérale et qu'elle était agrandie par un labrum, c'est-à-dire un bourrelet qui va s'insérer tout autour de cette cavité pour la rendre plus concave et englober ainsi la sphéricité de la tête humérale. Les surfaces articulaires vont être maintenues, comme dans toute articulation, par une capsule articulaire ou membrane fibreuse qui est mince et lâche et qui va s'insérer sur les pourtours des cavités glénoïdales d'un côté et de la tête humérale de l'autre côté. À l'intérieur, bien entendu, nous avons une membrane synoviale. Ici, c'est mis en place le tendon du long biceps brachial qui descend dans le sillon intertuberculaire, partie haute du bord antérieur de l'humérus. Cette membrane synoviale qui va doubler l'intérieur de la capsule va descendre le long du biceps, du tendon du biceps brachial, pour permettre un meilleur glissement et un meilleur jeu, et forme ce que l'on appelle la bourse synoviale subdeltoïdienne. Voilà le ligament transverse qui va tenir le tendon du long biceps dans le sillon intertuberculaire. Et cette bourse va même ressortir pour donner là aussi une autre bourse séreuse, synoviale plutôt, et qui va venir doubler l'intérieur du grand muscle qui va former le relief de l'épaule. Et cette bourse synoviale est une bourse synoviale subdeltoïdienne. Tous ces éléments vont être maintenus par des ligaments, comme dans toutes les articulations. Et en avant de cette articulation, nous allons trouver le ligament gléno-huméral supérieur, en dessous un moyen et en dessous un inférieur. Et vous voyez que ces ligaments sont disposés en Z. Ce sont pas de véritables ligaments très costauds, mais ce sont des renforcements capsulaires de la capsule de cette articulation. Et entre ces ligaments, entre le supérieur et le moyen, on a une zone que l'on appelle le foramen ovale, et en dessous le foramen triangulaire.
et qui sont le lieu de luxation de la tête humorale lorsque cette tête est forcée dans un mouvement en avant. Un autre ligament, qui est le coracohuméral, part de la pointe du processus coracoïde et descend vers les deux tubérosités, mineure et majeure, de l'humérus. C'est lui le véritable ligament de l'articulation, les autres ne sont que des renforcements. En arrière, nous n'avons pas du tout de ligament. En fait, les ligaments de cette articulation, ce sont les muscles que nous trouverons derrière, en arrière de l'articulation scapulo-humérale, que l'on appelle des véritables ligaments actifs de cette articulation. Voilà, si on fait une coupe frontale de cette articulation, on voit quoi? On voit le bourrelet glénoïdal, ce que je disais tout à l'heure, ce bourrelet glénoïdal qui va venir agrandir la cavité glénoïdale pour qu'il y ait une meilleure congruence, c'est-à-dire adaptation, de cette surface avec la tête humérale. Nous voyons le ligament coraco-acromial dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ici, le muscle supraépineux, qui est le muscle starter de l'abduction de l'épaule, le muscle deltoïde, qui est séparé du supraépineux et de l'humérus par la bourse synoviale subdeltoïdienne, avec un petit prolongement de cette bourse qui vient en subacromial et qui prend le nom bien sûr de bourse synoviale subacromiale. Voici la subdeltoïdienne. Et vous voyez que pour faciliter les mouvements, l'amplitude des mouvements au niveau de cette articulation scapulo-humérale, nous avons un récessus capsulaire caudal qui permet, lorsque nous levons complètement notre bras, nous n'ayons pas de tension faite par les éléments capsulaires en dessous de l'articulation. Le long biceps brachial, dans le sillon intertuberculaire. Voilà, l'articulation subdeltoïdienne avec la bourse synoviale subdeltoïdienne qui forme l'espace de glissement entre le deltoïde et le tubercule majeur de l'humérus. Deuxième articulation, l'articulation du coude. Voici les os en place. On voit en haut l'extrémité distale, l'épiphyse distale de l'humérus qui va s'articuler avec l'épiphyse proximale en dedans de l'ulna et en dehors du radius. Voilà, nous avons exprès détaché les os de façon à avoir les surfaces articulaires que nous avons déjà décrites en ostéologie. Nous avons donc en fait trois articulations. Une articulation sphéroïde entre l'humérus et la tête radiale. Une articulation huméro-ulnaire entre la trochlée de l'humérus et l'extrémité proximale de l'ulna. Et enfin, une troisième articulation qui est la radio-ulnaire proximale, qui est une trochoïde, c'est-à-dire c'est le pourtour de la tête radiale qui va venir contre l'incisure radiale de l'ulna dans les mouvements de prosupination. Voici les éléments les détachés là aussi pour que nous les voyions beaucoup mieux. Nous avons l'incisure trochléaire qui va correspondre à la trochlée humérale. Je vous rappelle qu'elle est formée d'une portion verticale, l'olécrâne, et d'une portion horizontale, le processus coronoïde, et qu'au niveau de cette articulation se font les mouvements de flexion-extension. Ici, la petite incisure radiale qui va recevoir le pourtour de la tête radiale dans les mouvements de prosupination. Voici l'incisure trochléaire. Mis en regard, elle n'est pas évidemment juxtaposée, nous l'avons intentionnellement baissée pour mieux la voir. L'articulation de la trochlée humérale qui va se faire avec donc cette incisure trochléaire. Le pourtour de la tête radiale qui va se mettre dans l'incisure radiale de l'ulna, dans les mouvements de prosupination. La zone entre la trochlée et le capitulum s'appelle la zone capitulo-trochléaire et on imagine quand les os sont en place, c'est-à-dire bien en regard les uns des autres, que quand on fait une flexion de l'avant-bras sur le bras, on ramène bien sûr l'incisure trochléaire dans la trochlée humérale, mais en même temps le radius remonte bien sûr, puisqu'il est solidaire quand même de l'ulna. Et à ce moment-là, c'est le biseau de la tête radiale qui va venir se loger entre la trochlée et le capitulum
dans cette zone capitulo-trochléaire dans les mouvements de flexion-extension, enfin de flexion complète plutôt. Voilà. Et enfin, toujours dans ces mouvements de flexion complète, la cupule radiale va venir sur le capitulum. Alors, voilà, les voici en place physiologiquement. Ces articulations, comme toujours, vont être maintenues par une membrane fibreuse ou capsule articulaire. Comme nous sommes dans une articulation de flexion-extension, pour laisser la liberté d'amplitude de l'extension à l'extension, surtout, la membrane fibreuse va s'insérer loin des surfaces articulaires en avant et en arrière. Par contre, son insertion latérale et médiale va se faire au plus près des surfaces articulaires. La voici en arrière, avec sa capsule aussi, voilà. Et ces capsules sont doublées de ligaments. Alors, ce sont des ligaments, dans toutes les articulations de flexion-extension, nous avons essentiellement des ligaments qui sont positionnés latéralement et médialement pour permettre donc la flexion-extension et le maintien des surfaces articulaires sans qu'il y ait de jeu latéral de l'articulation. Cependant, au niveau des coudes, nous trouvons un ensemble de ligaments qui vont doubler en avant et en arrière cette capsule, mais qui sont en fait des ligaments pour renforcer cette membrane fibreuse ou cette capsule. Les voici, je ne vous les nomme pas. Ce sont des ligaments donc de renforcement. Les véritables ligaments, eux, sont des ligaments collatéraux, que l'on va appeler collatéraux ulnaires en dedans ou collatéral radial en dehors. Et tous les ligaments collatéraux, quelles que soient les articulations de flexion-extension, sont composés de trois faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Alors, voici le premier faisceau du collatéral radial, faisceau antérieur. Ici, puisque nous sommes dans une vue ventrale, le collatéral ulnaire, faisceau antérieur. Le faisceau moyen du collatéral radial. Le faisceau moyen du collatéral ulnaire. Et nous allons voir sur la vue postérieure, le faisceau postérieur des deux collatéraux. Collatéral radial, faisceau postérieur. Collatéral ulnaire, faisceau postérieur. Voilà. Ce sont donc, s'il y a des ligaments à retenir, ce sont les collatéraux, les ligaments collatéraux, ulnaires et radial, avec leurs trois faisceaux. Alors, si nous prenons des vues latérales et médiales, nous verrons mieux ces faisceaux du collatéral radial et du collatéral ulnaire. Alors, voici. Si nous sommes du côté du collatéral radial, nous allons voir les trois faisceaux qui vont partir de l'épicondyle latéral de l'humérus pour voilà, faisceau antérieur, faisceau moyen et faisceau postérieur. Maintenant, si nous prenons le collatéral ulnaire, nous allons trouver pareil, partant de l'épicondyle médial, cette fois-ci de l'humérus, nos trois faisceaux. Ça, c'est le ligament annulaire du radius qui maintient le pourtour contre le radius, faisceau antérieur du collatéral ulnaire, faisceau moyen et faisceau postérieur. Si nous regardons la radio-ulnaire proximale, c'est-à-dire celle que l'on trouve dans les mouvements de prosupination, voilà, le pourtour de la tête radiale qui tourne dans l'incisure radiale de l'ulna, nous voyons que cette articulation est maintenue en place par un ligament annulaire du radius qui fait le tour du pourtour de la tête radiale, et un petit ligament annulaire horizontal que l'on appelle le ligament carré. Les deux os sont maintenus entre eux par une membrane interosseuse, voilà le ligament que nous venons de voir, doublé en haut d'une petite corde oblique qui vient renforcer le maintien entre les deux os. Voici la membrane interosseuse qui est étendue entre les deux bords de l'ulna et du radius. En bas, vous voyez qu'il y a un radio-ulnaire antérieur qui va renforcer également cette jonction, ce maintien entre les deux os. Alors, beaucoup plus compliqué est l'articulation de l'extrémité distale de l'ulna
et du radius. À gauche, nous avons le radius, à droite, nous avons l'ulna. Et nous avons dit que nous avions une incisure du radius, voilà, qui va s'articuler avec la tête de l'ulna. Tête de l'ulna, avec l'incisure ulnaire du radius. Et dans cette articulation est très importante puisqu'elle va permettre, dans les mouvements de prosupination, que le radius tourne autour de l'ulna et revienne. Cette articulation est quand même maintenue par des ligaments, un ligament antérieur, un ligament postérieur, qui vont d'ailleurs à un moment donné limiter, bien sûr, ces mouvements de prosupination. Le radius ne va pas faire le tour de l'ulna à 360 degrés. Alors, il y a un disque articulaire, vous voyez, qui est tendu de l'extrémité de l'apophyse, qui est à l'extrémité de l'ulna, vers le radius. Ce qui fait que la surface articulaire pour le poignet va être composée à l'intérieur par ce disque articulaire et va se continuer par les deux surfaces articulaires que l'on voit, qui sont les surfaces articulaires avec les os du carpe et la première rangée des os du carpe. Voici d'ailleurs cette articulation. L'articulation donc entre les deux os de l'avant-bras et la première rangée des os du carpe s'appelle radiocarpienne, et uniquement radiocarpienne parce que l'ulna n'intervient pas directement. Nous avons vu tout à l'heure qu'il était doublé par une membrane, un grand ligament. Par contre, les os du carpe vont être articulés entre eux, et c'est ce que l'on appelle la première et la deuxième rangée. L'articulation entre les deux s'appelle l'articulation médiocarpienne. Regardons plus avant comment sont articulés ces os. Nous ne rentrerons pas dans le détail, bien sûr. Vous voyez en haut et à droite le disque articulaire radio-ulnaire qui vient doubler l'extrémité distale de l'ulna et qui participe donc, comme surface articulaire en croûte et de cartilage, à la surface articulaire proximale de l'articulation du poignet. Vous voyez également que nous avons, ce qui est en rose, c'est la synoviale, et vous voyez que nous avons une expansion synoviale entre les deux os de l'avant-bras qui remontent, une bourse synoviale. En dessous, l'articulation du poignet présente une surface articulaire qui est recouverte également de cartilage et qui est faite de l'extrémité crâniale de la première rangée des os du carpe. Et nous voyons également sur ce schéma que les os du carpe sont maintenus entre eux par des ligaments. Voici. L'articulation radiocarpienne, on vous dit que c'est du type ellipsoïde. La glène du radius et du disque s'articule donc avec la première rangée des os du carpe. Quand on a une glène en face, on a un condyle, et ce condyle est formé par la première rangée des os du carpe. Je vous rappelle que les os du carpe, ce sont le scaphoïde, le lunatum et le trichétrum, avec l'os pisiforme qui est en fait un os qui est compris dans le système ligamentaire médial. On dit que c'est un os sésamoïde de ce système ligamentaire. Les moyens d'union de cette articulation, nous avons des radiocarpiens palmaires, des ulnocarpiens palmaires, des radiocarpiens dorsaux, un collatéral radial, le voilà. Et comme c'est une articulation de flexion-extension, on va trouver des ligaments collatéraux, mais là c'est l'exception qui va confirmer la règle, et nous ne trouverons pas forcément trois faisceaux comme nous trouvons dans les articulations de flexion-extension classiques. Alors, les articulations des doigts. Vous avez le pouce, et nous avons dit que fonctionnellement, le pouce était une articulation très importante, bien sûr, et on parle de
d'articulation de la colonne du pouce. Parce que l'articulation, dans sa fonction, le pouce va commencer à jouer ou à fonctionner à partir de la première articulation qui est la radio-scaphoïdienne. Ensuite, entre le trapèze et le scaphoïde. Ensuite, entre le trapèze et le métacarpe. Ensuite, entre le métacarpien et la phalange. Et après, entre les deux phalanges de P1, P2, puisqu'il n'y a que deux phalanges au niveau du pouce. Vous voyez donc, d'ailleurs, si vous regardez entre parenthèses, vous voyez que chacune des articulations est complètement différente, ce qui donne d'ailleurs sa grande mobilité et sa grande fonctionnalité au pouce. Et dans les articulations métacarpo-phalangèses, entre le métacarpe et les phalanges au niveau des doigts longs, vous avez deux ligaments collatéraux, un radial et un ulnaire. Pourquoi? Bien parce que, évidemment, vous avez au niveau de ces articulations des mouvements de flexion-extension. Au niveau des articulations interphalangiennes également, puisque nous avons également des flexions-extensions, mouvements de flexion-extension, au niveau des doigts longs. Et ces doigts longs, au niveau des doigts longs, vous voyez que nous avons, au niveau d'articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes, nous avons une capsule qui est doublée des ligaments collatéraux. Fin du cours d'arthrologie, nous verrons, nous avons à voir maintenant les muscles et l'anatomie fonctionnelle de ce membre thoracique. Nous allons donc voir maintenant l'ulna qui forme le squelette de l'avant-bras et qui est l'os en position médiale, celui en position latérale, nous l'avons vu tout à l'heure, étant le radius. Donc nous allons décrire cet ulna. C'est un os long, pair asymétrique, qui forme donc le squelette médial de l'avant-bras. En haut, il va s'articuler avec la trochlée humérale, en dehors avec le radius, et en bas avec le disque articulaire de l'articulation radio-ulnaire distale, dont on parlait tout à l'heure. L'ulna est donc au niveau de son corps, prismatique, triangulaire dans sa partie crâniale et cylindrique dans sa partie caudale. Voilà, au niveau de la diaphyse, elle est également tordue sur son axe, moins que le radius, présentant 3 bords et 3 faces. Un bord antérieur, qui va donner insertion au muscle fléchisseur profond des doigts et au carré pronateur en bas. Un bord latéral ou interosseux sur lequel s'insère la membrane interosseuse. Voilà. Et ce bord latéral, vous voyez en haut et à gauche une vue latérale, parce que ce bord latéral s'écarte pour délimiter ce que l'on appelle la fosse supinatrice dans laquelle nous trouvons le chef profond du supinateur. Les faces antérieures, la voilà, et la face médiale de l'autre côté du bord antérieur sont occupées, on l'a vu tout à l'heure, par le muscle fléchisseur profond des doigts et le carré pronateur. Alors, cet os en vue dorsale maintenant, on voit un bord postérieur, le voici, qui va délimiter bien sûr la face qui est à gauche, qui sera la face médiale, et une face latérale. Ce bord postérieur, vous voyez en haut de l'os, va s'écarter pour former deux crêtes. Face médiale et face postérieure. Le long de ce bord postérieur, nous allons trouver le fléchisseur ulnaire du carpe sur le versant médial et de l'autre côté, sur le versant latéral, son homologue extenseur, c'est-à-dire le muscle extenseur ulnaire du carpe. En haut, l'insertion de l'enconé sur sa propre crête latérale, crête oblique. Et nous allons voir ici une crête longitudinale qui, en dehors de l'insertion du muscle extenseur ulnaire du carpe, va diviser cette face postérieure en deux parties. La partie médiale sur laquelle nous avons vu l'extenseur ulnaire du carpe, et de l'autre côté, sur la partie la plus latérale, cette face va recevoir de haut en bas le muscle supinateur, son chef superficiel, le muscle long abducteur du pouce, court extenseur du pouce, long extenseur du pouce, extenseur de l'index. Tous ces muscles formeront
la partie la plus profonde de la loge postérieure de l'avant-bras. Nous les reverrons tous bien sûr en myologie. Nous allons voir donc cette extrémité proximale de l'ulna qui est très complexe. Voilà, quand nous la voyons en vue ventrale, nous ne la voyons pas entièrement parce que cette cavité articulaire est tournée vers l'extérieur. Elle correspond à la trochlée. Nous sommes obligés de mettre une vue latérale afin de compléter la description que nous allons faire de cette extrémité. Elle est formée d'une partie verticale que l'on appelle l'olécrâne. L'olécrâne, c'est la portion donc verticale de l'incisure trochléaire, puisqu'elle s'articule avec la trochlée. Voici l'incisure trochléaire. Et cette portion verticale va porter les mêmes caractéristiques que celles que nous avons décrites pour la trochlée humérale. C'est-à-dire que nous avons deux fosses qui correspondent aux deux joues de la trochlée. Donc nous allons avoir une fosse médiale plus importante et plus creusée que la fosse latérale. Et ces deux fosses vont être séparées par la crête mousse qui répond à la gorge de la trochlée et qui, si on la prolonge, aura même orientation que la gorge de la trochlée, c'est-à-dire oblique, en dehors et en bas. Cette portion olécrânienne se termine par un bec que l'on appelle le processus enconé. La deuxième partie, c'est une portion horizontale qui sera séparée de la portion verticale par une crête mousse transversale dépourvue de cartilage. Voici la portion horizontale qui se termine elle, par un processus qui s'appelle le processus coronoïde. Et cette portion horizontale va se prolonger latéralement par une petite surface articulaire que l'on appelle l'incisure radiale et qui va s'articuler avec le pourtour de la tête radiale dans sa partie médiale, là où il est plus épais. Et nous avons des mouvements, au cours des mouvements de prosupination, le pourtour va venir glisser contre cette incisure radiale. Reprenons notre schéma et mettons en place maintenant des ligaments. Cette articulation, bien sûr, c'est l'articulation du coude, c'est une articulation de flexion-extension, donc comme toutes les articulations, elle possède une capsule articulaire qui s'insère latéralement très près des surfaces articulaires, mais par contre à distance. Vous voyez qu'elle est insérée à distance du processus enconé et du processus coronoïde. Ce sont les petits traits verts discontinus. Et nous allons trouver, comme dans toutes les articulations de flexion-extension, des ligaments collatéraux, c'est-à-dire qui vont se mettre sur les côtés de cette articulation et qui vont enserrer ces côtés pour ne permettre qu'une seule flexion-extension et surtout pas de mouvement de latéralité. Ces ligaments collatéraux, habituellement, possèdent 3 faisceaux. Et vous voyez en haut, à droite, que vient de se mettre en place le ligament collatéral ulnaire, avec son faisceau postérieur, avec son faisceau moyen et avec son faisceau antérieur. De l'autre côté, sur la vue latérale, nous allons mettre en place le faisceau postérieur du collatéral radial, le faisceau moyen et le faisceau antérieur du collatéral radial, dont l'insertion se confond également avec le ligament annulaire du radius. Pour être complet, nous mettons l'insertion du ligament carré et la corde oblique, qui est un renforcement en fait oblique de la partie la plus supérieure de la membrane interosseuse. Reprenons toujours ce même schéma pour mettre en place maintenant les éléments musculaires. Le triceps brachial sur la partie postérieure en arrière de la capsule, sur la partie de l'olécrâne. Le muscle enconé en dessous, sur la crête latérale, le muscle brachial sur sa tubérosité ulnaire, une insertion du fléchisseur superficiel des doigts, le chef ulnaire du rond pronateur, le muscle long fléchisseur du pouce, et de l'autre côté, le chef superficiel du muscle supinateur, et son chef profond, qui s'insère dans la fosse supinatrice, nous l'avons dit tout à l'heure.
L'épiphyse proximale, c'est ce que l'on appelle la tête ulnaire. Cette tête ulnaire, nous allons la décrire. La voici, prolongée par un processus styloïde ulnaire, sur lequel va s'insérer le ligament collatéral postérieur de l'articulation radiocarpienne. Le processus styloïde ulnaire est séparé de la tête par un sillon dans lequel chemine le tendon de l'extenseur ulnaire du carpe. Et nous allons bien sûr trouver des empreintes ligamentaires, le ligament radio-ulnaire antérieur, le ligament radio-ulnaire postérieur et l'insertion du ligament ulnocarpien palmaire que nous reverrons en arthrologie ultérieurement. Alors les variations. Il peut exister un olécrane court ou long, ou parfois séparé, ou parfois complètement indépendant. On peut avoir là aussi l'absence congénitale d'une dent qui va s'accompagner souvent de l'aplasie des 4e et 5e rayons de la main. Et enfin, en pathologie, les fractures de l'olécrane sont fréquentes. Parfois, l'ulna et le radius sont impliqués dans la fracture luxation. Et on peut avoir également des fractures du processus coronoïde qui peuvent exister dans les luxations du coude. Enfin, la dernière partie, c'est la main. La main osseuse est formée de 3 parties, les os du carpe, que nous allons décrire. Nous verrons ensuite les métacarpiens et les phalanges. La main osseuse, avec ses os du carpe, est un ensemble complexe qui s'articule en haut avec le radius et comporte 2 faces, ventrale, que l'on appelle également palmaire, et dorsale. Ces os du carpe sont au nombre de 8. Articulés les uns aux autres, et ils présentent chacun grossièrement 6 faces. Voici les métacarpiens, voici le pouce et les phalanges. Je vous rappelle que P1, P2, P3, c'est-à-dire 3 phalanges pour les doigts longs, et que simplement le pouce ne possède que 2 phalanges. Donc, nous disions que les os du carpe, au nombre de 8, possèdent chacun 6 faces. Palmaire, dorsale et 4 faces latérales. Et ils s'articulent entre eux. Certaines faces, non. Celles qui sont à l'extérieur, en médial et latéral, ne sont pas articulaires. Alors, ces os du carpe sont composés de 8 os. Le scaphoïde, le lunatome, le trichétrum, et le pisiforme. Ce sont les 4 os de la première rangée des os du carpe. C'est ceux qui vont former le condyle qui s'articulera en haut avec le radius dans l'articulation radiocarpienne. La deuxième rangée est formée du trapèze, du trapézoïde, du capitatum, de l'amatome, et qui possède un petit crochet que l'on appelle l'amulus de l'amatome, mais qui n'est pas un os en lui-même, c'est simplement une partie de l'amatome. Donc nous avons bien 8 os, même si nous avons 9 légendes. Voilà, viennent se mettre en place en fait les articulations de ces 8 os, et vous voyez qu'ils sont articulaires entre eux, sauf sur les faces latérales du scaphoïde et du trapèze, et la face médiale du pisiforme et de l'amatome. À l'état physiologique, ces os se présentent de telle sorte que ce carpe est concave en avant et forme le sillon carpien.
Alors, nous reprenons une vue palmaire de ce carpe. Voilà, il est remis en place. Et nous allons décrire, pour commencer, ce que l'on appelle la colonne du pouce. Elle est formée en haut du scaphoïde, du trapèze, de son premier métacarpien et des deux phalanges. Et fonctionnellement, elle fonctionne comme une colonne, c'est-à-dire qu'on verra plus tard que c'est l'ensemble de cette colonne et des os qui la composent qui se meuvent surtout dans les mouvements d'opposition. Le capitatum est l'os le plus volumineux et c'est l'axe du poignet, c'est la clé de voûte de cet ensemble. Les métacarpiens, ils sont au nombre de 5. Ils sont longs, pairs et symétriques. Et vous voyez que le troisième est le plus long et définit l'axe de la main. Ils présentent à décrire une base et une extrémité. Voilà la base. Et vous voyez que cette base, extrémité proximale, est articulaire avec les os de la rangée distale du carpe, entre eux, excepté au niveau du premier espace. Voilà, là où est apparue la petite flèche rouge, vous voyez que le premier métacarpien n'est pas articulé avec le deuxième métacarpien. Alors, si je reprends cette description, donc c'était cette base qui est articulaire, un corps. Ce corps à la coupe est triangulaire, donc on trouvera une face dorsale, latérale et médiale, et un bord palmaire, médial et latéral. Et la tête, qui est l'extrémité distale, qui est articulaire avec la première phalange. Reprenons cette même vue pour décrire les phalanges. Donc 3 phalanges sur les os longs et 2 phalanges sur le pouce. On les appelle phalanges, phalangines ou phalangettes. P1 phalange, P2 phalangine, P3 phalangettes. Voilà. Donc là, nous avons affaire à des os longs, pairs et symétriques aussi, qui vont prolonger les métacarpiens, formés d'un corps cylindrique. Vous voyez, si on fait une coupe, on va trouver un corps avec une face dorsale convexe en arrière, une face ventrale plane et 2 bords, un médial et un latéral. Et ces bords sont marqués. L'extrémité proximale est de forme glénoïdale allongée transversalement, alors que l'extrémité distale est en forme de trochlée, avec 2 tubercules de chaque côté qui la surmontent pour l'insertion des ligaments collatéraux, puisque nous avons affaire là aussi, bien sûr, à une articulation de flexion-extension. Alors, on reprend cette main en vue palmaire. Et on va voir les insertions musculaires. On ne va pas les apprendre dans le détail, on va simplement les marquer. On va les grouper de façon à pouvoir les retenir. On trouvera ultérieurement, quand nous ferons la myologie, les muscles de la loge ténare qui s'insèrent le long du 5e doigt et sur le pisiforme et sur la mulus de l'hématome. Ce sont le muscle abducteur du petit doigt, le court fléchisseur du petit doigt, l'abducteur et court fléchisseur du petit doigt qui se termine à la base de P1 du 5e doigt et l'opposant. Ce sont les muscles de la loge hypoténare. Les muscles de la loge ténare, au contraire, se mettent de l'autre côté et nous allons trouver l'adducteur du pouce, le court fléchisseur du pouce, qui va se terminer à ce niveau-là, le court abducteur du pouce, qui se termine là, et l'opposant du pouce. Là, nous allons mettre en place les muscles intrinsèques, qui sont les interosseaux palmaires, qui vont s'insérer sur les métacarpiens et sur la base des phalanges, sauf sur le 3e doigt. On verra ça plus tard. Ensuite viennent de se mettre en place les interosseaux dorsaux.
et les fléchisseurs superficiels des doigts. Les fléchisseurs profonds, voilà, sur la base de P3. Et les petits muscles qui viennent de se mettre en place, on vient de les voir, c'est le fléchisseur radial du carpe. Ça, c'est le muscle long abducteur du pouce, on l'a vu. Le court fléchisseur du pouce, on l'a vu. Le long fléchisseur du pouce, pardon. Le fléchisseur ulnaire du carpe. L'extenseur ulnaire du carpe. Voilà, nous reverrons tous ces muscles de toute façon en myologie, simplement pour les positionner par groupe, pour que vous puissiez mieux les mémoriser. En dorsale, nous avons bien sûr des insertions musculaires aussi. Nous voyons apparaître les interosses dorsaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Les interosses palmaires. L'extenseur des doigts. Le muscle adducteur du pouce. Court extenseur du pouce. Long extenseur du pouce. Et sur le carpe, l'extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe et l'extenseur ulnaire du carpe. Sur le cinquième, le muscle abducteur et court fléchisseur du